Donc l'intelligence artificielle aujourd'hui, qu'est-ce que c'est? Pourquoi on en est arrivé là si vite? Comment on en est arrivé là dans ce qu'on appelle une évolution exponentielle? C'est-à-dire que l'information crée de l'information et ça va de plus en plus vite. Alors qu'est-ce qui a changé en 20-30 ans? Pourquoi on en est arrivé là, à cette évolution exponentielle de l'intelligence artificielle? Quels sont les avantages? Quels sont les risques? Quels sont les dangers? Quelles sont aussi les réflexions philosophiques qui nous entraînent à savoir comment l'intelligence artificielle peut modifier l'homme, peut modifier notre cerveau, peut modifier l'avenir de l'humanité? Vous voyez que ce sont des enjeux extrêmement importants. Alors commençons tout de suite par qu'est-ce qui a changé en 30 ans? Qu'est-ce qui fait que les choses sont allées aussi vite? Il y a plusieurs raisons. La première d'entre elles, c'est que nous ne sommes plus dans Internet, nous ne sommes plus sur Internet, comme on le disait jadis, on disait on va aller sur Internet. Nous sommes dans un écosystème numérique. Et cet écosystème numérique, il connecte les objets, les humains, les objets entre eux, et nous sommes aujourd'hui à l'intérieur de cet écosystème numérique. Première raison. Donc ça va de plus en plus vite. La deuxième raison, c'est que les interfaces ont complètement changé entre les humains et les machines. Nous avions des claviers, des cartes perforées, maintenant des écrans tactiles, mais la voix va prendre de plus en plus d'importance dans notre communication avec la machine. La troisième raison, c'est que nous avons un ordinateur dans notre poche extrêmement puissant. Contrairement à ce que les gens pensent, le smartphone, ce n'est pas juste un petit ordinateur, c'est 20 000 fois plus puissant que le PC. Souvenez-vous le PC, dans les années 70, le personal computer, qu'on appelait en abrégé le PC. Ce smartphone est 20 000 fois plus puissant. Il nous permet de nous connecter à Internet. Il nous permet, avec des applis, d'avoir toute une série de fonctionnalités différentes. Et ne l'oublions pas, il est une des causes de cette évolution exponentielle par l'échange d'informations que les gens ont maintenant sur Internet. La quatrième raison, c'est que nous avons créé ce que j'appelle un environnement cliquable. C'est-à-dire, dans l'environnement, nous avons rajouté des sens, des puces RFID, pour ceux qui savent ce que c'est, des QR codes que l'œil de notre smartphone voit. Et donc, on peut agir sur cet environnement en cliquant sur telle fonction et en obtenant par l'écran de notre smartphone plus d'informations que nos yeux ou notre cerveau ne peuvent recevoir. Donc, ceci, retenez bien ce terme, ça nous augmente. L'environnement, déjà cet outil portable nous augmente, mais l'environnement, lui aussi, nous augmente. Enfin, l'important, c'est non seulement cette augmentation par l'environnement, mais c'est surtout que notre cerveau peut se modifier grâce à l'intelligence artificielle et ce qu'on appelle de plus en plus le deep learning. Donc là, il faut faire une petite précision historique entre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle faible et l'intelligence artificielle forte et le deep learning. On peut considérer que c'est grâce aux travaux de McCarthy en 1955 et de Marvin Minsky à MIT en 1965 que j'ai eu l'occasion de rencontrer lorsque j'étais au MIT dans les années 70. Les deux, McCarthy et Marvin Minsky, ont mis au point ce qu'ils ont appelé l'intelligence artificielle pour en fait simuler l'intelligence humaine, pour copier des stratégies humaines, par exemple pour prendre des décisions dans les wargames, que les militaires ont beaucoup utilisé, mais aussi pour copier la capacité stratégique de l'humain pour gagner un jeu, comme par exemple le jeu d'échecs. Donc au début, l'intelligence artificielle, c'était surtout copier des stratégies humaines pour gagner des jeux comme les jeux d'échecs. Mais progressivement, avec ce qu'on appelle l'IA forte, qui n'est plus simplement concentrée sur des applications précises, mais dont les logiciels qu'on appelle des algorithmes s'appliquent à toute une série d'autres applications, on en est arrivé au deep learning, et comme son nom l'indique, on appelle en français l'apprentissage profond, le deep learning. L'apprentissage profond veut dire que les ordinateurs peuvent apprendre de leur environnement. Ils peuvent par exemple apprendre à jouer à des jeux vidéo en quelques secondes et nous battre sur tous les jeux vidéo qui existent. Donc ça s'appelle le deep learning par rapport à l'IA faible et l'IA forte. Aujourd'hui, on est dans le monde du deep learning et les changements qui font peur sont ceux qui sont justement liés au deep learning. Ce qui fait encore plus peur, c'est que certains pensent qu'on va pouvoir connecter directement le cerveau humain à l'écosystème numérique dans lequel on est et donc à l'intelligence artificielle que j'appelle, je vous l'ai dit, l'intelligence auxiliaire. C'est ce que souhaite faire un industriel américain très connu qui s'appelle Elon Musk, le père de la Tesla, la voiture, et aussi des fusées qui reviennent sur le sol, SpaceX et Hyperloop. Donc cet homme a créé une compagnie qui s'appelle Neuralink, dont l'objectif est de connecter le cerveau humain à l'intelligence artificielle en permanence. Donc si on y arrive, ce sera un véritable changement d'humanité dans la durée et dans le temps. Moi je suis assez critique
de tout ce que j'appelle des puces invasives, c'est-à-dire le fait d'introduire dans le cerveau une connexion invasive avec une puce qui se connecte à nos neurones. Je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'on devrait pouvoir se connecter à l'intelligence auxiliaire dans l'écosystème numérique avec d'autres choses qu'une puce dans le cerveau. Par exemple, avec des boucles d'oreilles, des boutons de colle, une ceinture, des semelles de chaussures. On l'a déjà fait et ça marche, pour des prothèses notamment. Donc voilà la situation d'aujourd'hui avec l'intelligence artificielle et l'intelligence auxiliaire. Alors ça fait peur, évidemment. Quand on sait maintenant que l'intelligence artificielle, c'est le deep learning, comme je viens de le dire, que les ordinateurs peuvent apprendre de leur environnement et s'apprendre entre eux. C'est ça qui a fait peur. Tant que c'était des programmes faits par les humains, des algorithmes qu'exécutaient les ordinateurs, on s'est dit l'humain contrôle encore tout. Mais là, les ordinateurs apprennent de leur environnement, apprennent des humains et s'apprennent entre eux. C'est ça le deep learning. Ça, c'est un changement fondamental et qui crée des craintes en même temps que des avantages dont je vais vous parler. Déjà, une chose peut-être que vous n'imaginez pas, c'est qu'il y a déjà des tas d'applications de l'intelligence auxiliaire ou artificielle, si vous voulez continuer à l'appeler comme ça. D'abord, une révolution qui nous arrive maintenant, qui va bouleverser les 20 prochaines années, c'est la traduction automatique de toutes les langues dans toutes les langues. Vous imaginez une planète Terre avec des gens qui peuvent se parler dans leur smartphone et l'autre personne entend dans sa propre langue. C'est déjà aujourd'hui, on l'a testé, j'ai testé des applications de ça. La deuxième révolution de l'IA, c'est ce qu'on appelle la recherche automatique. Une grande entreprise chinoise, Alibaba, utilise l'intelligence artificielle pour rechercher automatiquement ce que les gens vont trouver dans leur magasin. Par exemple, au lieu d'aller de rayon en rayon chercher le produit que vous voulez ou le service que vous voulez, grâce avec l'intelligence artificielle, immédiatement, vous allez directement vers ce que vous cherchez. Autre application, ce qu'on appelle en anglais le profilage, profiling in English, c'est-à-dire la possibilité de faire des profils très précis des gens pour leur vendre quelque chose. C'est ce que font Google, Apple, Facebook, Amazon. Ils font du profiling de leurs clients pour leur proposer des produits qui sont exactement ce que vous cherchez. D'ailleurs, si vous avez été chercher sur Internet des chaussures Nike pour faire du running, dans toutes les prochaines sites que vous allez regarder, vous allez voir les chaussures à droite de l'écran. Donc, ils savent ce que vous avez cherché et c'est ce qu'ils revendent à leurs clients, le profiling que vous faites sur Internet. Il y a déjà la détection de la voix dans les call centers. Vous savez que les call centers, ce sont des centres automatiques où des gens répondent à des tas de questions que les gens leur posent. L'intelligence artificielle détecte dans la voix des gens qui posent des questions une agressivité, une douceur, une gentillesse, une hésitation, une volonté d'en savoir plus, et donne cette information soit aux gens qui répondent aux humains, soit à ce qu'on appelle des chatbots, c'est-à-dire des robots parlants, qui vont adapter leurs réponses en fonction de la voix de la personne qui pose la question. Ça, c'est fait aussi par l'intelligence artificielle. Le social media listening, c'est-à-dire d'interpréter tout ce que les réseaux sociaux disent et d'en faire une espèce de profiling global pour vendre aux industriels des tendances que les gens recherchent sur Internet ou sur Google. Netflix, par exemple, utilise l'intelligence artificielle pour faire des propositions de films ou de spectacles en fonction de ce que vous avez déjà regardé et de ce que vous avez déjà cherché sur Google. Il y a également, malheureusement, des entreprises comme Cambridge Analytica, dont vous avez peut-être entendu parler, qui a beaucoup influencé l'élection américaine, parce qu'elle a utilisé 700 millions de comptes Facebook et une fonction de Facebook, et en fait le dark Facebook, qui permet d'influencer des gens personnellement sans que les autres amis ou autres personnes de Facebook sachent quelle est la personne qui a été influencée et sur quoi. Donc ce sont des applications un peu négatives de l'intelligence artificielle, mais elles sont déjà là. Alors la conduite autonome des voitures robotisées, c'est l'intelligence artificielle. L'apprentissage seul par le deep learning pour jouer à des jeux vidéo en quelques secondes et battre tout le monde dans tous les jeux vidéo existants, ça c'est l'intelligence artificielle. En radiologie, les médecins utilisent l'IA pour détecter des maladies que l'on voit mal à l'œil et que l'IA va tout de suite détecter. La recherche scientifique et médicale, c'est vraiment intéressant. Vous savez qu'on fait de la recherche dans des labos, avec des appareils, avec des outils, des fioles, avec des tubes. Eh bien, il y a tellement de publications qui ont été faites dans le monde sur des tas de sujets différents que l'intelligence artificielle permet de faire de la recherche sur les publications. Par exemple, on a utilisé avec des cancérologues sur des milliers de publications qui demanderaient des mois et des mois à des gens à analyser un par un, en posant la question à Watson, qui est l'intelligence artificielle d'IBM,
Si telle enzyme, la diésérase phosphorylase, existe dans telle maladie, est-ce qu'elle existe aussi dans d'autres maladies? Et à ce moment-là, l'intelligence artificielle, sur des milliers, des centaines de milliers de publications, va retrouver toutes les publications en quelques secondes, alors qu'il aurait fallu des mois entiers à dizaines de personnes pour le faire. Donc c'est une application qui va se développer de plus en plus. On l'utilise l'IA dans le management des portefeuilles financiers pour les optimiser. Il y a déjà Watson, j'en parlais avec quelqu'un tout à l'heure qui est dans cette salle, qui fait des réponses automatiques aux emails, des réponses avec des bons mots. Watson choisit les mots, c'est pas n'importe quoi, c'est des vraies réponses aux emails. Et de plus en plus, malheureusement, ça a des tas de désavantages aussi, la reconnaissance des visages. Beaucoup de prospectivistes estiment que dans quelques années, ça sera votre carte d'identité pour un digicode, pour rentrer quelque part, pour acheter quelque chose et être sûr que c'est bien vous. Mais malheureusement, la Chine utilise déjà la reconnaissance automatique des visages par l'intelligence artificielle pour faire en sorte qu'on donne aux gens une note sociale, une bonne note sociale ou une mauvaise note sociale en fonction de ce qu'ils font dans la rue ou dans des établissements publics. On leur donne, par exemple, s'ils ne travaillent pas dans les clous ou s'ils n'aident pas à faire quelque chose pour aider quelqu'un d'handicapé à traverser, eh bien, ils ne pourront pas emprunter à une banque de l'argent parce qu'on considère qu'ils sont incivils et ce sont des mauvais citoyens. Donc vous voyez que ça peut aller très loin, il faut se méfier de cette application de la Chine, malheureusement. Alors les nouvelles applications, c'est des communiqués de presse faits automatiquement par des robots, aussi bien que des journalistes. Il y a une entreprise que j'ai repérée qui est très intéressante, qui s'appelle YCO, qui est une entreprise spécialisée dans le GAT. Qu'est-ce que veut dire le GAT? La génération automatique de texte. C'est-à-dire que YCO écoute 3 heures d'entretien dans une entreprise et vous fait le verbatim complet de tout ce que les gens ont dit, de la parole en texte, mais vous pouvez demander à YCO, faites-moi le résumé de tout ce qui s'est dit en 3 heures en un paragraphe ou en une page. Et cette application est extraordinaire pour les entreprises et se développe de plus en plus. Les chatbots, c'est des robots parlants. Watson et DeepMind, AlphaZero de Google, apprennent seuls à gagner en jouant contre lui-même des millions de fois en quelques secondes et battent tout le monde aux jeux vidéo. 20 avocats se sont fait battre par l'intelligence artificielle qui s'appelle LowGeeks. 96 minutes pour un problème de droit pour les avocats, 26 secondes pour l'intelligence artificielle. Donc vous voyez déjà qu'elle y est là. L'intelligence artificielle ou auxiliaire, elle est dans nos mondes, dans les entreprises, dans les assurances, dans les banques, chez les avocats. La question que tout le monde se pose, c'est est-ce que c'est un danger pour le futur des professions intellectuelles? Avocats, notaires, professeurs, chercheurs, journalistes. Est-ce qu'on va être déplacé par l'intelligence artificielle et perdre nos boulots? Je crois qu'il faut se poser des questions maintenant sous l'angle de l'entreprise. Et le terme que je voudrais employer pour le déplacement, c'est plutôt augmenter plutôt que remplacer. Je vous explique pourquoi. D'abord, dans l'entreprise, l'intelligence artificielle conduit déjà à augmenter la mobilité du travail. La possibilité qu'avec ce PC puissant qu'on a dans nos poches, je vous ai parlé du smartphone, la mobilité du travail augmente de plus en plus, se délocalise et se désynchronise. La délocalisation du travail et la désynchronisation du travail conduit à une nouvelle nature du travail humain. Je résume ça par cette diapo, du travail horodaté contrôlé au travail continu augmenté. Avec l'intelligence artificielle, le big data, la capacité de traiter grâce à l'intelligence auxiliaire les quantités, les masses de données, la mobilité peut s'accroître et le partage entre les gens de l'information conduisent à une véritable disruption de ce que j'appelle dans les entreprises 2030, la disruption et l'ubérisation. Vous avez entendu parler de ce terme, c'est-à-dire que les grandes structures pyramidales, hiérarchiques, avec toute une série de niveaux de contrôle, de programmation et de vérification du travail des gens, avec la mobilité et l'intelligence auxiliaire, va être complètement transformée dans les années à venir, l'entreprise devenant ce qu'on appelle de plus en plus une plateforme d'intelligence collaborative. Si vous l'avez remarqué, c'est ce que sont déjà les GAFA. Google, Apple, Facebook, Amazon sont des plateformes, pas des entreprises, mais des plateformes d'intelligence collaborative. Ils recueillent ce que vous laissez chez eux, quand vous faites des recherches sur Google, ils recueillent ce que vous postez sur Facebook, ils recueillent les livres ou les disques, les vidéos que vous allez chercher sur Amazon, et ils se servent de tout ce big data pour revendre votre profilage, si j'ose dire, franglais, à des grandes entreprises qui payent très cher pour avoir les tendances actuelles de ce que les gens cherchent sur Internet, ce que les gens veulent acheter de manière personnalisée. Parce qu'il y a une volonté qui s'accroît de plus en plus dans le public, c'est la personnalisation. Et grâce à l'intelligence artificielle, on peut aller vraiment vers la personnalisation. Donc pour les entreprises 2030, il faut mettre au point une nouvelle stratégie
une nouvelle stratégie numérique. Par exemple, il faut virer les DSI, c'est-à-dire les directeurs du système d'information. Il y en a peut-être dans la salle. Non, je dis ça méchamment, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut remplacer les DSI par des DIN, c'est-à-dire des directeurs de l'intégration numérique, ce qu'on appelle en anglais des CDO, Chief Digital Officers, qui avec les CEO et les CFO, le Chief Executive Officer et le Chief Financial Officer, sont la trilogie qui contrôle les entreprises maintenant aux États-Unis. Et bien en France, le CDO peut être appelé DIN, directeur de l'intégration numérique dans toute l'entreprise, plutôt que directeur des services d'information qui protègent en quelque sorte des hackers ou des pannes, le système informatique qui coûte très cher. Donc il faut appliquer cette stratégie digitale, mettre en œuvre l'intelligence auxiliaire pour les relations avec les clients, ce qu'on appelle le Customer Relation Management, utiliser aussi l'intelligence auxiliaire pour faire du profilage des gens qui veulent apprendre dans l'entreprise et se former grâce à ce qu'on appelle les MOOC. Vous avez peut-être entendu parler de ça, c'est les Massive Online Open Course, c'est-à-dire des cours massifs en ligne, gratuits, que vous pouvez utiliser. Vous payez l'évaluation. Évidemment, il faut bien payer quelque part. Vous utilisez des cours gratuits, maintenant de plus en plus en commun avec d'autres gens, grâce à Skype, grâce à WhatsApp, grâce à tous ces logiciels qui mettent les gens en commun. Mais vous payez l'évaluation pour montrer que vous avez reçu en fait un véritable diplôme des MOOC. Alors, cette intelligence auxiliaire conduit à un nouveau management. C'est ce que j'appelle le manager augmenté et la manageuse augmentée, évidemment. C'est-à-dire qu'avec cette technologie du numérique, déjà, avec l'intelligence auxiliaire, le manager augmenté peut dégager plus de temps pour le lien humain, le lien social dans l'entreprise. On a beaucoup critiqué l'entreprise d'être trop axée sur la croissance, sur les bénéfices, de négliger les gens dans l'entreprise, de négliger le lien humain et le lien social. Et bien justement, l'intelligence auxiliaire est considérée par beaucoup, notamment par la grande entreprise de conseil McKinsey, ainsi que par IBM, comme une possibilité de dégager plus de temps pour le lien humain et le lien social dans l'entreprise, ce qui est vraiment fondamental. Et en même temps, ça va développer des qualités différentes de l'humain, hommes et femmes, comme manager de l'entreprise, que je résume par ces 5 points, c'est-à-dire le charisme, la vision, les valeurs, l'écoute et la confiance. En reprenant les uns après les autres, le charisme, ça veut dire être capable d'avoir des qualités pour entraîner les gens avec vous, où on veut les emmener. Mais pour ça, il faut avoir pu exprimer une vision de ce que l'on veut pour son entreprise dans les années à venir. Quelle vision dans les 20 ans, pas l'année prochaine, mais dans les 15-20 ans, qu'est-ce que l'entreprise doit être par rapport à la société, par rapport à l'environnement. Troisièmement, des valeurs que beaucoup de politiques n'osent pas utiliser, parce que les valeurs, ça affaiblit votre pouvoir. Vous allez vous situer par rapport à telle valeur sociétale, religieuse, philosophique, et donc il les laisse un peu de côté. Mais dans l'entreprise, le manager de demain, avec l'intelligence auxiliaire autour de lui, devra définir des valeurs pour être capable d'entraîner les gens dans sa vision et par son charisme. L'écoute et la confiance sont fondamentaux pour savoir ce qui se passe dans l'entreprise. Il ne suffit pas d'entendre ce que les gens disent, les protestations, les récriminations. Il faut les écouter vraiment parce que les meilleurs capteurs de ce qui se passe dans l'entreprise, ce sont les gens sur le terrain. Et leur faire confiance pour qu'ils puissent faire des essais et aussi des erreurs, et donc leur pardonner et leur permettre d'expérimenter. Voilà les qualités qui résultent de l'utilisation de l'intelligence auxiliaire dans les entreprises de demain et qui permettront aux managers, à la manageuse, de dégager plus de temps pour ça. Et ça, c'est fondamental et très important. Donc, on va vers une nouvelle forme de travail et on l'expérimente déjà. Nous l'expérimentons dans des expériences faites avec l'intelligence auxiliaire ou avec YCO, dont je vous ai parlé pour le GAT, la gestion automatique de texte. Eh bien, qu'est-ce qu'on voit? On voit que de plus en plus prennent la place, mais pas des secrétaires. On a besoin du lien humain, du lien social avec nos secrétariats, mais leur travail, le travail machinal, le travail routinier, le travail lassant, le travail ennuyeux, il peut être remplacé par ce qu'on appelle des assistants intellectuels proactifs et des chatbots, c'est-à-dire des robots parlants. Qu'est-ce qu'un assistant intellectuel proactif? C'est un assistant qui connaît votre agenda, qui connaît vos emails à telle ou telle personne, qui sait que vous partez en voyage à tel endroit et qui vous dit spontanément, Joël, vous partez à Londres la semaine prochaine, vous avez envoyé un email à Richard Towers, vous lui avez dit ceci, n'oubliez pas d'emmener les documents avec vous, il les attend et envoyez-lui un mail pour le prévenir que vous lui apportez. Ça, c'est un assistant proactif intellectuel qui existe déjà. Ma secrétaire le fait encore mieux, même beaucoup mieux que l'assistant intellectuel, mais cet assistant peut la décharger de petites tâches routinières qui lui prennent un temps fou et lui permettent de se consacrer sur les tâches importantes. Donc ça stimule ce qu'on appelle de plus en plus le coworking et le time sharing,
C'est-à-dire, grâce à l'intelligence auxiliaire, les gens auront plus de possibilités de partager leurs informations. Aujourd'hui, les gens gardent beaucoup leurs informations en raison de la concurrence interne dans l'entreprise ou la concurrence extérieure. De plus en plus, l'intelligence auxiliaire va permettre aux gens de dégager du temps pour partager l'information et en commun faire de la révolution créative dans l'entreprise, dont souvent, trop souvent, des salariés sont privés parce qu'ils sont pris par la routine, ils sont pris par la compétition interne, ils sont pris par la concurrence de leur entreprise avec d'autres. Ce qui va révolutionner également le fonctionnement dans l'entreprise et avec l'extérieur, en plus de l'IA, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Quelques mots, la blockchain, ce sont des tiers de confiance. Un tiers de confiance, c'est un notaire qui assure un contrat, un avocat, un juriste. Un tiers de confiance numérique, relié entre eux, comme l'indique le schéma, vous voyez tous ces petits points, ça s'appelle la blockchain. C'est un système de tiers de confiance numérique encrypté, indéchiffrable, enfin impossible à changer, pardon, mais transparent, qui vous dit tout ce que les gens font dans la chaîne de la blockchain. Et donc vous pouvez vendre une maison par un smart contract utilisant la blockchain, utilisant si vous voulez Bitcoin, qui est une monnaie numérique, éventuellement il y a beaucoup de critiques dessus, mais je ne vais pas revenir maintenant, mais utiliser la blockchain pour vendre une maison, recevoir l'argent dans votre banque, être payé par l'autre personne, grâce à un contrat intelligent géré par la blockchain. Donc ça c'est un vrai bouleversement, mais aussi le second c'est ce qu'on appelle le big data, en français le big data, c'est-à-dire la quantité monstrueuse d'informations qui se créent par toutes nos actions sur Internet, qui se créent par les startups nouvelles, par les entreprises qui créent des nouveaux produits ou des nouveaux services. Et ce big data devient impossible à lire, impossible à exploiter, comme une mine d'or ou une mine de pétrole ou des ressources pétrolières qu'on ne peut pas exploiter avec les instruments dont on dispose. Or, avec l'intelligence auxiliaire, justement, on peut rendre pertinent du big data. Déjà, des chercheurs le font, comme je le disais, avec des big data, de publications, de milliards de publications faites sur différents sujets, par exemple la maladie d'Alzheimer, on peut demander à l'intelligence artificielle, trouvez-moi les corrélations, les relations entre tel et tel sujet pour redécouvrir des nouveaux produits ou des nouveaux services. Donc la force de l'IA dans le big data, retenez le mot, ce sont des corrélations. Beaucoup de nos métiers se passent à faire des corrélations. Si ça est là, si on m'a envoyé un lien qui me dit ça, si ça marche avec ça, alors peut-être que je pourrais créer un nouveau produit, un nouveau service, écrire un nouveau livre, faire une nouvelle conférence. Corrélation, c'est la force de l'intelligence auxiliaire dans le big data. Alors comment manager les entreprises fluides? J'ai parlé dans un livre qui s'appelait Surfer la vie, fondé sur la métaphore du surf, que nous allions vers des sociétés fluides, moins hiérarchiques, favorisant le pouvoir transversal par rapport au pouvoir pyramidal. Mais on rentre dans cette ère de la société fluide, des entreprises fluides, comment on les manage avec l'intelligence auxiliaire. Alors j'ai mis une petite liste que je vous lis rapidement, je la commente en même temps. D'abord, accompagner le pouvoir transversal. Il faut le créer dans l'entreprise, donner du pouvoir aux gens pour qu'ils puissent échanger, pas seulement le pouvoir pyramidal. Deuxièmement, manager, le mot est étrange pour certains d'entre vous, par catalyse. La catalyse, pour un chimiste ou un biologiste, c'est de créer les conditions, un catalyseur, qui permet de rassembler des molécules séparées pour qu'ensemble, la réaction se produise. Sinon, la réaction prendrait des dizaines d'années, des milliers d'années peut-être. Avec le catalyseur, la réaction, les produits étant ensemble, va se produire en quelques millisecondes. Donc, manager par catalyse, ça veut dire pour le manager ou la manageuse, fournir aux gens les ressources humaines, les ressources technologiques et les ressources financières pour qu'ils puissent régler les problèmes qui se posent à eux à l'endroit où ils sont, en échangeant avec les autres, en créant des conditions qui favorisent la prise de décision personnelle. Importer dans l'entreprise les outils du net, vous les connaissez, c'est Facebook, c'est WhatsApp, c'est les moteurs de recherche. Sur l'intranet de l'entreprise, ils ont un rôle considérable pour favoriser le travail des gens. Se former par les MOOC, j'ai déjà parlé des Massive Online Open Course. Dans l'entreprise, ça s'appelle des SPOC, Specialized Private Open Course. Et beaucoup d'entreprises, sur leur intranet, créent des conditions de formation pour que les gens puissent s'adapter. Je connais une grande entreprise d'assurance française qui fait en sorte qu'elle détecte d'abord dans les profils des gens un manque dans la négociation de contrat, un manque dans la recherche d'informations sur Internet, et elle les forme spécifiquement, grâce à leur SPOC interne sur leur intranet, à ce profil qui leur manque, à ce manque pour le régler. Utiliser la culture numérique de la NetGem. Bien souvent, quand je raconte ce genre de choses à des grandes entreprises,
des patrons viennent me voir après, ils me disent, Monsieur Deronet, c'est très intéressant tout ce que vous dites, mais j'ai des gens proches de la retraite, de 55, 60 ans, sont complètement largués par tout ce que vous dites. Comment je peux faire pour les mettre à jour? Je dis, vous prenez une stagiaire de 25 ans. Elle a la culture numérique, elle a la culture des applications, elle a la culture des interdépendances des applications entre elles, et elle va jouer un rôle dans votre entreprise en 3 à 6 mois qui va bouleverser la capacité des gens à avoir une culture numérique. Parce que la culture numérique, c'est pas seulement d'utiliser verticalement une appli. Ah, j'utilise Excel. Ah, je sais utiliser PowerPoint. Ah, j'utilise Word. Non, c'est pas ça. La culture numérique, c'est l'interdépendance entre les applis, entre les logiciels, entre les progiciels, pour une fonction donnée. Et ça, une stagiaire de 20 ans, ou même de 25 ans, en quelques mois, elle va pouvoir développer ça dans l'entreprise, donc utiliser la culture numérique de la NetJet. Enfin, promouvoir les systèmes innovants, ça veut dire que moi je suis contre, ça va vous faire rire quand je vous dis ça, je suis contre l'innovation. Parce que l'innovation fait qu'on se concentre sur un produit ou un service qui sort d'une boîte. Si on met de l'argent dedans, de la boîte va sortir le produit ou le service. Non, ce n'est pas l'innovation qui est importante, ce sont les systèmes innovants. Internet, ce n'est pas seulement une innovation. Oui, c'est pratique pour la société. C'est un système innovant. Internet est fait d'un protocole qui s'appelle le TCP/IP. Elle est faite de réseaux, elle est faite de boîtes mail, elle est faite de vidéos, elle est faite d'échanges entre les gens. C'est un système innovant. De même que le GPS de votre voiture, ce n'est pas une innovation. Il faut un satellite, il faut une fréquence que votre voiture comprend et pas celle de la côté. Il faut un écran tactile, il faut un chatbot qui vous parle, tournez à droite, tournez à gauche. Donc c'est tout ça qui fait un système innovant. Donc il faut promouvoir des systèmes innovants, les faire émerger, plutôt que de pouvoir seulement des innovations qui sont isolées. Des systèmes innovants, c'est la clé du futur. Mais malheureusement, on a une concurrence terrible avec tout ça. Alors attention à la concurrence numérique de ceux qu'on appelle les GAFA. Maintenant, vous connaissez désormais ce nom, Google, Apple, Facebook, Amazon, et j'ajouterai Baidu en Chine. Ce sont devenus des entreprises États. Ils ont le budget des États. Apple, c'est 1000 milliards de dollars. C'est le budget d'un pays. 1000 milliards de dollars, pareil pour Amazon, 1000 milliards de dollars, Amazon devient la boutique de tout. On peut tout trouver sur Amazon, depuis des produits pharmaceutiques jusqu'à des réfrigérateurs ou un séchoir à cheveux. Donc, cette concurrence numérique des entreprises États, elle est là, aujourd'hui. Il ne faut pas la combattre. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il faut se battre contre les GAFA. Non, moi je crois qu'il faut faire du win-win avec les GAFA. Ils ont besoin de nous, et nous on a besoin d'eux. Qu'est-ce qu'on ferait sans les moteurs de recherche de Google quand on a vraiment besoin d'une information très vite? Donc il faut travailler avec eux, il faut savoir les utiliser modérément, comme on dit pour l'école, avec précaution, mais ils sont là essentiels. Mais le danger de tout ça, c'est qu'on vit dans un monde hyper connecté. Google, Apple, Facebook, Amazon, poster des choses sur Facebook, envoyer des informations sur Twitter, poster sur Facebook des trucs qu'on dit pour ses amis, mais en fait c'est assez égoïste. C'est finalement un système que j'appelle seul ensemble. Les réseaux sociaux, c'est seul ensemble. On est seul sur Facebook pour montrer ce que l'on fait de bien à tous les autres, à ses amis, entre guillemets, qui ne sont pas des vrais amis. Et malheureusement, les réseaux sociaux, qui sont en train d'être détournés complètement en ce moment pour beaucoup d'autres fonctions dont je ne parlerai pas ici, c'est un autre débat où je peux en répondre si on a dans la discussion des questions là-dessus. On est dans un monde hyper connecté. Il faut savoir se débrancher. Pourquoi? Parce que la maladie de l'hyperbranchement, c'est ce qu'on appelle le burn-out. Le burn-out résulte de quelque chose d'assez simple, que m'ont bien expliqué les psys d'entreprise, que j'ai interrogés, ou les DRH, les directeurs des relations humaines. C'est que le burn-out vient principalement de l'excès d'informations et du manque de temps pour traiter cette infobésité, ou cette infopollution. Donc les gens disent, j'ai trop d'informations, je reçois des notes de partout, j'ai 300 emails par jour, mais j'ai pas le temps pour le traiter, il faut que je m'occupe de ma famille, de mes amis, que je voyage. Donc le burn-out résulte très souvent, paradoxalement, de l'excès d'informations et du manque de temps. Mais on peut, dans les entreprises, et moi je le préconise beaucoup, former les gens à la gestion de l'information et à la gestion du temps. C'est une des fonctions primordiales des entreprises de demain, grâce justement à l'intelligence auxiliaire. Aider les gens à gérer l'excès d'information et aider les gens à gérer leur temps. Et quand les gens savent gérer leur information et gérer leur temps, ils sont beaucoup plus productifs, beaucoup plus efficaces. Nous, à la Cité des Sciences, on s'est tous formés. Moi, j'ai formé toutes mes équipes à gérer leur temps, à gérer leur information. Je vois les résultats. Je vois les résultats dans la productivité et dans la santé mentale. C'est fondamental. Donc, l'intelligence augmentée, elle n'est pas seulement pour une personne,
elle va jouer un rôle fondamental dans ce qu'on appelle de plus en plus l'intelligence augmentée collaborative, c'est-à-dire le fait que sur les réseaux sociaux et bien sûr sur Internet dans les années à venir, il y aura de plus en plus d'intelligence rangée dans Alexa ou dans Siri, si vous avez un iPhone. Vous savez ce que c'est que Siri? Siri, vous êtes déjà, est-ce que vous êtes arrivé d'aller chercher quelque chose et vous cherchez le nom de quelqu'un sur Internet et Siri vous dit « Ah, j'ai trouvé dans un ancien email telle adresse et tel téléphone ». Bientôt, Siri va vous le dire en parlant dans vos écouteurs de téléphone. Et Alexa, déjà, vous pouvez lui poser des questions. Alexa, c'est le chatbot de Amazon. Vous pouvez l'acheter, c'est pas cher, ça coûte 180 €. Eh bien, ce chatbot, il vous parle, vous pouvez lui poser des questions, et de plus en plus, il va intégrer l'intelligence artificielle. Donc, on va vers une forme de réseau neuronal, d'intelligence artificielle connectée et augmentée, qui favorise ce que j'appelle l'intégration symbiotique. C'est pas un grand mot. La symbiose, c'est la coopération entre des organismes vivants dans le win-win. Le corail, par exemple, c'est la coopération entre un organisme marin qui fabrique le calcaire et une algue photosynthétique qui, grâce au soleil, fabrique les aliments de celui qui fabrique le calcaire. Et elle a besoin des trous du calcaire pour se protéger des courants et des prédateurs. Donc c'est une symbiose, la symbiose est un win-win. Donc symbiose, c'est pas que bio-bio, ça peut être une symbiose biotechnique, biomatérielle, bio-numérique. Votre voiture, vous êtes en symbiose avec elle. Elle vous permet d'aller à 50 km/h ou 80 vitesse limite, mais en même temps, vous l'entretenez. Vous mettez de l'huile, vous faites la maintenance de votre voiture. Donc elle a besoin de vous, comme vous avez besoin d'elle. Donc on va de plus en plus vers des symbioses qui ne sont plus seulement biologiques, mais biologiques mécaniques, biologiques numériques, biologiques matérielles. C'est pour ça que j'ai écrit ce livre il y a quelques années, en 1995, qui s'appelle L'homme symbiotique, qui est le fait que de plus en plus, connecté à des réseaux neuronaux à la surface de la planète, en créant une sorte de cerveau planétaire, dont nous sommes les cellules et les neurones, nous changeons le destin de l'intelligence collective, le destin même de l'humanité, de cette mise en commun et le partage d'informations dont on a un petit embryon aujourd'hui dans nos réseaux et grâce à des moteurs de recherche. Alors, malgré tout ce que je vous dis qui fait un peu peur sur l'intelligence artificielle ou l'intelligence auxiliaire, il y a quand même un espoir pour l'avenir. Cet espoir pour l'avenir, c'est que l'idée vers laquelle on va de plus en plus, c'est que le travail routinier, le travail machinal, le travail ennuyeux, laissons-le aux machines. Ce qui est machinal, laissons-le aux machines. C'est-à-dire le travail aux robots, la vie aux humains. C'est un beau slogan. C'était le thème de notre forum Changer d'air à la Cité des Sciences l'année dernière. Le travail aux robots, la vie aux humains. Mais la vie aux humains, ça veut dire quoi, la vie? Si les robots font ce qui est machinal, ce qui est routinier, emmerdant, entre guillemets, la vie, c'est quoi? C'est le partage, c'est l'amour, c'est l'art, c'est la création, c'est l'espérance, c'est la générosité, c'est la solidarité. C'est ça la vie, la vraie vie. Si on est déchargé du travail monotone et machinal que font les machines à notre place. C'est pour ça qu'à l'inverse du transhumanisme, que je critique beaucoup, vous en avez entendu parler, le transhumanisme est une idéologie qui souhaite prolonger la vie de l'homme jusqu'à 500 ans, implanter des puces dans le cerveau, mettre des organes artificiels dans le corps pour ne jamais être malade. Et l'hyperhumanisme, je le crains beaucoup et je le critique énormément, le transhumanisme, pardon, parce que c'est une idéologie égoïste, égocentrique et élitiste. Alors que moi, ce que j'appelle l'hyperhumanisme, que vous voyez figurer en bas de cette image, l'hyperhumanisme, ce n'est pas le transhumanisme, c'est d'être encore plus humain. C'est-à-dire d'aller vers quelque chose qui augmente l'humanisme dans tout ce qu'il a de plus noble, c'est-à-dire le respect des valeurs humaines, le respect de l'humain, le respect des droits de l'homme, et utiliser la technologie pour aller vers l'hyperhumanisme, c'est-à-dire être encore plus humain, plutôt que de se réduire à utiliser les valeurs du transhumanisme, comme je disais, qui sont égoïstes et élitistes. Et je vais paraphraser en terminant Einstein, qui disait il y a deux infinis. L'un, c'est l'infini de l'univers, et l'autre, c'est l'infini de la bêtise humaine. Et je suis pas encore sûr de l'infini de l'univers. Je suis sûr de l'infini de la bêtise humaine. Ce qui me permet de conclure avec cette phrase d'un Einstein que j'ai retrouvée en image. Ayons moins peur de l'intelligence artificielle que de la bêtise naturelle. Merci beaucoup. On a un petit peu de temps pour des questions, si vous en avez. On va éclairer la salle. Vous allez prononcer deux mots qui étaient intéressants à mon avis. C'est le mot peur et le mot humanisme. L'IA, comme vous le savez mieux que moi, bien sûr, est commandée encore par des cerveaux. Et l'humanisme, malheureusement, n'est pas raisonné de la même manière en fonction de telle et telle personne.
Alors, quelquefois, on peut avoir peur, un petit peu, pour ma part, je ne fais plus peur, qu'il y ait un élitisme qui fasse une cassure entre les individus. Il y en a qui pourront suivre et d'autres pas du tout. Et si vous êtes humaniste ou pas, il y en a qui ne le seront pas, vous êtes d'accord avec moi, et bien ça devient dangereux. Alors moi je crois beaucoup en l'IA sur la médecine en général. J'ai lu quelques ouvrages là-dessus de Laurent Alexandre notamment, que vous connaissez bien, qui a écrit un ouvrage La mort de la mort, vous voyez. Donc il pense qu'on va vivre très très longtemps par rapport à l'IA que l'on aura autour de soi. Mais moi, je pense sur le travail de l'entreprise, et j'ai peur qu'à terme, j'ai pas de crainte comme ça, mais qu'il y ait vraiment une coupure entre les individus. Voilà, c'est tout. Oui, on a parlé de cette coupure entre les individus dès le moment où il y a eu des machines. Dès le moment où la machine est arrivée, on a dit elle va supplanter l'homme et l'homme ne sera plus rien. Quand l'ordinateur est arrivé, on a dit la même chose. On a dit l'ordinateur, en prenant des fonctions de l'esprit humain et du cerveau humain, va dépasser l'homme. Alors on sait que l'homme plus l'ordinateur a un potentiel créatif aussi plus important que l'homme tout seul. Des calculs faits par l'ordinateur vous permettent d'inventer des choses auxquelles vous n'auriez jamais pensé. Dans l'entreprise, la comptabilité réalisée par les ordinateurs demanderait des centaines de personnes par jour pour faire la comptabilité de l'entreprise. Donc il faut voir la synergie et la symbiose entre le cerveau humain et les ordinateurs et le voir dans la pratique. C'est-à-dire que si par l'analyse a priori, on dit il fait des fonctions, il copie des fonctions du cerveau humain, donc il va me remplacer, moi je dis toujours ces deux mots, remplacer ou augmenter. Il faut voir la différence entre être remplacé ou être augmenté. Et bien je pense que l'ordinateur nous a augmenté, le smartphone dans notre poche nous augmente, et l'intelligence auxiliaire va nous augmenter, à nous de savoir vers quoi. C'est ça, une augmentation pour faire quoi de l'humanité et de la société? Est-ce que c'est pour faire plus de profit, donner du sens à la vie et avoir un partage spirituel du destin de l'homme? Ça, c'est une autre question. Bonsoir, moi j'avais une question en vous écoutant relative à la société au sens global. On va se limiter à la France. Vous avez beaucoup parlé des entreprises. Est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de ce que le gouvernement, au sens général, va entreprendre pour interagir par rapport à l'intelligence augmentée, telle que vous l'évoquez, pour faire évoluer la société, au sens global? Alors, en général, je ne fais pas de réponse politique, je suis un prospectiviste et un technologue, mais je vais quand même répondre à votre question parce que sur ce point précis, le gouvernement a pris conscience que la Chine est en train de prendre une avance absolument considérable dans l'intelligence artificielle. Les investissements sont massifs, les applications sont déjà en cours, et donc le gouvernement, et le ministre de l'économie l'a dit récemment à la télévision, est en train de mettre en priorité toute une série d'applications après le rapport de Cyril Villani. Cyril Cédric. Après son rapport, qui a quand même changé les choses dans la politique française, des investissements considérables sont faits sur l'intelligence artificielle pour ne pas être dépassés par la Chine. Donc c'est ce qu'on peut dire politiquement aujourd'hui en France. Moi, j'avais une question à poser à propos de la robotisation. Est-ce que vous pensez que dans le monde qui va arriver, le robot va prendre plus de place que l'homme, et que va devenir l'homme si le robot prend plus de place? C'est un peu la même question à laquelle j'ai à partie répondu. Tout à l'heure, je pense qu'on disait la même chose pour les machines. Rappelez-vous King Luddite qui a créé toutes ces grèves des tisserands, des métiers à tisser parce que les machines allaient prendre leur job. On a dit ça des machines, on a dit ça de l'ordinateur portable. En réalité, on s'aperçoit que si on crée la synergie entre l'un et entre l'autre, on va plus loin avec ces outils-là. Donc, n'oubliez pas mes deux mots, déplacement ou augmentation. Prenez le mot augmentation, à condition de pratiquer très tôt et de l'enseigner, à condition d'aller vers la formation pour que les gens puissent être plus, pas croître plus, avoir plus, mais être plus avec des outils comme cela. Je voudrais, comme je suis un ancien de l'industrie et encore assez impliqué dedans, je voudrais juste expliquer qu'on a créé les 2 dernières années 4000 usines modernes 4.0 en France. On n'en parle pas, les journalistes ne sont pas intéressés par ça. Il y a des robots, mais il y a surtout de l'assistance de réalité virtuelle pour les ouvriers qui peuvent travailler beaucoup plus facilement, en ne portant plus de charge, en ayant de l'aide et de l'assistance. Et je peux vous dire, pour en avoir visité, que les gens sont tout à fait heureux. Voilà, merci pour ce message positif. La robotisation ne supprime pas d'emploi. Voilà, merci pour un message positif. On a plus tendance à retenir les nouvelles négatives que les nouvelles positives. Les nouvelles positives sont comme du téflon, les nouvelles négatives sont comme du velcro. Xavier Tricot, est-ce que vous croyez qu'il faut introduire de l'émotion, de la sensibilité dans les robots? Est-ce que ça existe déjà?
Et est-ce qu'il n'y a pas un gros risque? Est-ce qu'ils sont sensibles? Est-ce qu'ils savent qu'ils sont sensibles, etc. Alors c'est une très très bonne question. Beaucoup de gens y travaillent en ce moment. Une femme remarquable s'appelle Laurence de Villers, qui est ici à Guétari. Elle a écrit beaucoup de livres là-dessus. Et il faut l'écouter, elle intervient souvent à la télévision. En gros, qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'on dit nous aussi? C'est qu'on peut simuler l'émotion chez les robots, mais elle n'est pas ressentie. On peut donner aux robots une impression d'émotion. Par exemple, quand je parlais tout à l'heure des call centers, où l'intelligence artificielle est capable de détecter dans la voix de ceux qui posent des questions une agressivité ou au contraire une forme de gentillesse, le robot qui répond, c'est détecter cette émotion. Le chatbot qui répond peut détecter cette émotion, mais il ne la ressent pas. Beaucoup de gens travaillent là-dessus, et il n'est pas du tout impossible que dans les années à venir, peut-être dans 10 ans, dans 20 ans, dans 25 ans, on puisse introduire une forme d'émotion chez les robots pour qu'ils soient de plus en plus attachés à nous. Vous avez peut-être entendu parler de ce film qui s'appelle Her, où une personne tombe amoureuse d'un chatbot, d'un robot parlant. Un monsieur tombe amoureuse de la voix de cette femme. C'est Scarlett Johansson qui joue ce rôle de cette voix extraordinaire. Donc, beaucoup pensent que dans une vingtaine d'années, il sera possible non pas seulement de créer l'émotion chez les robots, ça on le fait déjà, ils copient l'émotion humaine, mais de faire ressentir aux robots une forme d'émotion, et ça va les rapprocher encore plus de nous. Et je pense que dans l'avenir, alors beaucoup plus loin, on va créer des biorobots, c'est-à-dire des robots qui ne sont pas faits de métal et de plastique, mais qui sont faits de matériaux humains, de matériaux biologiques, comme des cellules biologiques, qui sont une nouvelle classe, comme on a des animaux domestiques, on aura des robots pas domestiques, ils ne sont pas dominés par l'homme, ils auront leur propre structure, leur propre génération, leur propre créativité. À côté de nous sera une autre population avec laquelle nous allons cohabiter, mais dans beaucoup plus longtemps que dans 20 ans, peut-être dans un siècle. Michel Ayarabi, par rapport à ce que vous dites, il faudrait un système d'éducation totalement différent de celui que nous avons aujourd'hui. Parce qu'il y a eu de grosses critiques, il y en a une, un bon mot, mais qui est quand même assez inquiétant, qui dit que notre enseignement aujourd'hui apprend aux enfants ce que ces mêmes enfants peuvent trouver sur leur smartphone en rentrant chez eux. Alors vous avez raison, le problème de l'éducation par rapport à tous ces secteurs dont je viens de vous parler, l'éducation reste encore séquentielle, un sujet après l'autre, selon le programme, linéaire et analytique. Séquentiel, linéaire, analytique. C'est-à-dire on sépare le monde en petits morceaux qu'on appelle les disciplines, l'économie, la physique, la chimie, la biologie, et on enseigne des disciplines séparées, alors que le monde est en communauté permanente et en interdépendance permanente. Et beaucoup de jeunes critiquent à l'école le fait qu'on leur apprend des disciplines séparées, alors que le monde dans lequel ils vivent, notamment par les réseaux sociaux, par l'interaction entre eux, est un monde multidimensionnel qui joue des interdépendances entre les choses. Donc oui, il y a une réforme de système éducatif à faire. Beaucoup y travaillent, ne croyez pas que ça n'avance pas dans l'éducation nationale, mais plutôt que l'éducation nationale, nous, je parle maintenant de la Cité des sciences, on prône ce qu'on appelle la coéducation. L'éducation nationale, elle est pyramidale, verticale, du haut vers le bas. Elle enseigne discipline par discipline, de manière séquentielle, le programme, l'examen, etc. Eh bien, beaucoup d'entre nous pensons qu'avec les réseaux Internet dans les 20 ou 30 années à venir, le sujet le plus important va être la coéducation. Le fait que quelqu'un qui sait quelque chose peut enseigner quelqu'un qui sait un peu moins, à tous les niveaux, dans les familles, en dehors des familles, dans les associations, dans les mairies, dans les villes, dans les villages. Et cet enjeu de la coéducation, grâce à la traduction automatique dont j'ai parlé tout à l'heure avec l'intelligence artificielle, peut devenir un enjeu pour Internet dont on n'imagine même pas les conséquences dans les 20 prochaines années. 20 prochaines années, dans les 2020, 2040. La traduction automatique plus la coéducation va être la révolution de l'éducation dans le monde entier. Voilà une petite prévision que je vous fais. Vous me direz si je me suis trompé dans 20 ans, quand on se retrouvera ici. J'aimerais avoir une petite question. Que pensez-vous de tout cela pour nos enfants tout jeunes, tout petits, avec leurs écrans et tout ce qui se passe? Moi, je les vois scotchés et j'ai un peu peur de cela, enfin, pour les miens et pour les autres aussi. Alors deux choses. Un, j'ai pas peur des écrans et des jeux vidéo pour les enfants. Je pense que les jeux vidéo entraînent les enfants à une navigation dans des systèmes très complexes, très branchés, où je suis dans cette branche et je peux aller là. Donc les jeux vidéo ne sont pas négatifs. Ce qui est négatif, c'est le temps consacré à. Le temps consacré aux jeux vidéo, le temps consacré au smartphone pour aller sur les réseaux sociaux, voir les likes qu'on a sur son Facebook, c'est le temps. Le problème, c'est le temps. Ce n'est pas l'écran, ce n'est pas le jeu vidéo. Donc la discipline des parents doit aider les jeunes à se discipliner eux-mêmes
faire ce que j'appelle la diététique de l'information. La diététique alimentaire, c'est pas s'empiffrer de n'importe quoi, de sucreries, de gâteaux, de chocolat à Pâques. La diététique alimentaire, c'est de sélectionner, de trier ce qui est bon pour vous. Donc les parents doivent aider les plus jeunes à trouver ce qui est bon pour eux sur les réseaux sociaux, ce qui est bon pour eux sur les écrans, et se limiter dans le temps. Si cette discipline est créée, à ce moment-là, ça devient extrêmement créatif. Jeux vidéo et écran compris. Question de temps. Je voulais revenir sur ce que vous disiez, le fait de créer une relation win-win avec le GAFA. Et je voulais comprendre ce que vous mettez derrière, parce que, pour reprendre aussi vos mots sur la fin, aujourd'hui les GAFA, ce sont ceux qui sont, entre autres, porteurs du transhumanisme versus hyperhumanisme. Donc j'aimerais comprendre un peu cette contradiction, en tout cas comment vous voyez les choses avec eux. D'accord, alors on y a beaucoup réfléchi dans des groupes de réflexion avec à la fois des sociologues, des philosophes, des informaticiens, et on a une idée qui s'appelle, d'un terme un peu technocratique et compliqué, qui s'appelle la co-régulation citoyenne participative. Je répète, la co-régulation citoyenne participative. Ça veut dire utiliser les mêmes outils que WhatsApp, Skype, tous les réseaux sociaux utilisent des tas de sous-réseaux internes que eux utilisent très bien pour faire votre profiling à vous. Et la recommandation qu'on fait, c'est que nous utilisons ces réseaux, non pas pour lutter contre eux, mais trouver les moyens de compenser leur pouvoir. Et je pense qu'avec les outils qu'on a à notre disposition, j'ai nommé WhatsApp ou Skype, mais il y en a bien d'autres, on peut avoir la possibilité de créer des plateformes intercitoyennes qui nous permettent d'apporter de l'information, non pas en contradiction et en opposition avec les GAFA, mais en complémentarité dans notre intérêt. C'est en cours. C'est pas un vœu pieux. Ça commence. Co-régulation citoyenne participative. Excusez-moi de ce terme politico-technocratique. Bonsoir, Ludovic. Oui. J'aimerais revenir sur la notion d'hyperhumanisme. Et je me demande si, en fait, l'intelligence augmentée, les algorithmes ne sont pas un changement de paradigme. C'est-à-dire que, au départ, les humains étaient très concentrés sur la chasse et la cueillette, et donc consacraient tout leur temps à survivre. Puis est venu le temps du grenier, le temps d'une certaine organisation qui a permis l'émergence des arts, de la culture, etc. Et je me demande dans quelle mesure l'IA, la robotique, parce qu'il y a également des robots maraîchers par exemple, il y a de plus en plus de choses qui se développent de partout, des usines de 40 000 m² qui fonctionnent avec 12 salariés, qui pilotent justement des machines, mais qui pourraient, j'imagine, à terme, grâce aux IA, s'auto-gérer. Est-ce que finalement on n'arrive pas à la fin du travail humain pour que l'humain se tourne non plus vers finalement ses conditions de vie matérielles, mais s'oriente peut-être plus vers une dimension spirituelle et effectivement hyper-humaniste? J'aime beaucoup votre raccourci historique. Je partage beaucoup ce que vous venez de dire. Beaucoup d'entre nous qui réfléchissons à ça dans un grand nombre d'associations, dont le Global Brain Institute en Hollande, on réfléchit beaucoup à ce que serait ce cerveau planétaire, ce réseau neuronal interconnecté. Nous pensons que l'intelligence auxiliaire va débloquer, si j'ose utiliser ce terme, ça va dans votre sens, débloquer dans le cerveau humain des cases qui aujourd'hui sont encore encombrées par la concurrence, la compétition, le chacun pour soi, l'égoïsme, l'égocentrisme, et débloquer comme la machine, en donnant du temps aux hommes, a permis de débloquer des choses comme l'art, la création, la musique, des choses qui ont donné du temps à l'homme pour créer, vont nous permettre de débloquer une dimension créative et de partage qu'on ignore encore. Enfermé dans notre égoïsme, dans notre égocentrisme, notre cerveau limité qui fonctionne encore pour traiter des affaires courantes, contrôler, vérifier et perdre son temps dans des tas de petits détails. Donc il est possible, et votre question très intéressante l'ouvre, et moi je vais tout à fait dans ce sens-là, que l'intelligence auxiliaire débloquera dans le cerveau humain, par la pratique, des qualités qu'on ignore encore, et que les gens ont retrouvées avec la musique, avec l'art, qu'ils ignoraient qu'ils avaient cette capacité créatrice après Gutenberg et après les premières machines. Donc voilà une possibilité ouverte et positive, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, on retient plus les informations négatives que les informations positives, qui va passer un peu comme ça, mais vous verrez que ça marchera. Moi j'essaie d'être positif, réaliste, pragmatique et constructif, à l'encontre de beaucoup de médias bien souvent très pessimistes et très sceptiques. Bonsoir, merci pour votre intervention. Alors moi je suis plutôt mesuré sur le positivisme à outrance et j'ai une question qui est liée par rapport à des projections que vous faites sur 20, 30, 40 ans qui par nature sont très risquées
toutes ces structures dépendent d'une chose, c'est l'approvisionnement en énergie pour être conçues, développées. Donc on sait que toutes ces technologies sont extrêmement fragiles et donc que la résilience de ceux qui les emploient du fait de l'interconnexion augmente plus elles se répandent. Donc moi j'ai deux questions, c'est qu'est-ce que vous faites en termes de résilience, parce que la question va se poser, on sait que les approvisionnements d'énergie sont des questions stratégiques auxquelles réfléchissent les grandes armées du monde, donc ce ne sont pas des altermondialistes, hein. On parle de l'armée chinoise, américaine, des Russes, et certainement des Français aussi. Et la deuxième, c'est que faites-vous des perspectives du rapport Meadows de 72, qui s'avère être apparemment assez juste dans les prédictions qu'il établissait à cette époque, et qui donc risque de venir contrecarrer totalement le développement fantastique que vous prévoyez, qui est basé sur des technologies qui nécessitent des ressources qui risquent de disparaître. Alors je réponds d'abord à la seconde question pour revenir à la première. J'étais à MIT quand Meadows faisait son rapport sur les limits to growth, donc j'ai connu toute l'équipe, j'ai un peu travaillé avec eux à l'époque, mais ils avaient une vision un peu malthusienne. Ils n'avaient pas tenu compte de l'évolution exponentielle, de la synergie symbiotique entre le cerveau humain et les machines. Donc ils reconnaissent maintenant qu'ils ont été un peu trop binaires dans leur approche. Ou plutôt que et. La complémentarité remplace maintenant le côté binaire de c'est ça ou ça. Ça peut être ça et ça et ça et ça. Donc les gens du rapport Meadows, du rapport Club de Rome, ont maintenant une vision beaucoup plus ouverte et sont moins catégoriques sur ce qu'ils disaient. Et dans la première partie de votre question, avant le Club de Rome, il y avait le fait de l'augmentation de l'information par rapport à la créativité humaine, la possibilité de ne pas être noyé par l'information et de favoriser la créativité grâce aux outils modernes. Eh bien, c'est la même chose qu'avec l'imprimerie. Au début, d'abord l'écrit. Il ne faut pas oublier que Socrate avait critiqué l'écrit parce qu'il disait que ce qui est écrit, même en hiéroglyphe ou tapé sur des pierres, va sortir de notre cerveau l'essentiel de la pensée humaine. Et donc on va l'extérioriser, on va le perdre dans notre cerveau. Au moment de Gutenberg, beaucoup de clercs, les clercs, philosophes de l'époque, ont dit l'imprimerie c'est la pire des choses, parce que dans des pages d'un livre, on va extérioriser notre mémoire et on va la perdre. Donc il y a toujours ce réflexe de l'outil qui copie quelques aspects du cerveau humain, qui vont remplacer ce cerveau humain. Et d'autres qui voient la synergie, le côté positif que vous avez et moi que j'ai, c'est de voir comment, dès maintenant, s'entraîner, se former à utiliser ces outils pour nous augmenter nous-mêmes et être plus, plutôt qu'avoir plus par la croissance économique et la croissance du marché. Être plus, grâce à ces outils, c'est donner un sens nouveau à la vie, sa vie, et à la vie de la création collective pour faire une société meilleure et un futur souhaitable plutôt qu'un futur imposé par d'autres. Donc synergie, symbiose sont des mots-clés pour essayer de répondre à votre question. Moi, j'ai une petite question. Joël, on est venu avec nos enfants, certains, et j'aurais aimé que vous leur disiez, pour eux, quel est l'avenir pour l'intelligence artificielle. Ils sont encore au collège, et voilà, qu'est-ce que vous leur conseillerez? D'abord, je leur conseillerais de s'informer, de lire sur ces sujets, sur Google, sur Internet, sur YouTube. Il y a des quantités de documentaires, des quantités de dessins animés. Il faut s'informer. Pas gober tout ce qu'on vous dit à la télé, et il faut soi-même faire la démarche avec les outils fantastiques qu'on a de taper sur Google intelligence artificielle pour les enfants. Quelles applications? Intelligence artificielle dans les jeux vidéo, quel intérêt? Il y a tout ça. Il faut s'informer. Premier conseil que je leur donne. Ne pas tout gober de ce qu'on voit à la télé. S'informer. Deuxièmement, à partir de s'informer, en discuter avec les autres. Je dis ça souvent aux gens qui lisent des bouquins, ils disent j'ai lu un livre formidable. Je dis tu en as parlé? Il ne faut pas lire tout seul. Il faut échanger ce qu'on a lu, ou le film qu'on a vu avec les autres. Ça permet de mieux se comprendre soi-même, et ça permet de mieux se comprendre ce qu'on a à dire. Donc informez-vous, partagez cette information avec les autres, et si possible, troisièmement, mettez-la en pratique dans des petites applications simples. Question, remarque. Pour se projeter un peu plus loin dans le futur, on n'a pas évoqué l'informatique et les calculateurs et l'informatique quantique. Où il se pourrait que dans un futur incertain, il y ait une forme de conscience qui émerge de la machine, puisque cette technologie est basée sur des principes comme de superposition d'états, d'intrication, qui ne sont pas encore maîtrisés par la science et qu'on ne va pas contrôler. Et il est dit qu'il y aurait tellement de données à gérer qu'il y aurait l'émergence d'une forme de conscience. Mais bon, je parle du futur. Non, vous avez raison, c'est dans le futur. Alors l'informatique quantique, c'est une informatique qui ne se fonde plus sur des 0 et des 1, qu'on appelle les bits d'information,
mais sur ce qu'on appelle des qubits, c'est-à-dire en quelque sorte des zones de gris. Entre le blanc et le noir, il y a des tas de zones de gris. Et bien, l'ordinateur quantique va fonctionner dans tous ces qubits et donc avoir une capacité démultipliée de traiter l'information. L'encryptage quantique, par exemple, va être la meilleure arme pour la confidentialité des données entre les pays, entre les entreprises. Mais cet encryptage quantique conduit à une différence de vision de l'information en général, peut-être à des risques nouveaux qu'on n'a pas encore 100% évalués. Et je crois qu'il faut bien y réfléchir, pas le transposer à toutes les sauces. Vous allez lire des trucs sur la biologie quantique, sur la santé quantique, sur la méditation quantique. Ça, c'est un peu trop. On en rajoute trop là-dessus sans vraiment savoir de quoi on parle. Mais l'informatique quantique, ça j'y crois beaucoup. D'ailleurs, les Français sont pas mal placés avec l'ancien ministre de l'économie Thierry Breton, sa compagnie. Ils travaillent sur l'ordinateur quantique. Google et Watson sont déjà assez loin. Donc c'est vraiment l'informatique du futur. Il faut attacher beaucoup d'importance à ça et s'informer. Oui. Excusez-moi, je voulais juste poser une question en prolongement de la question précédente concernant l'énergie. C'est-à-dire qu'il faut, pour stocker ces données, oui, mais pour stocker ces données, je voulais vous poser une question sur les data centers. C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de construire des énormes bulles, enfin hangars, qui consomment énormément d'énergie pour se réfrigérer. Alors on voit qu'on en construit au cercle polaire, au cercle polaire, en Californie c'est dans l'eau. Est-ce que vous ne croyez pas que soit on stocke trop d'informations, peut-être pour des questions de business, parce qu'on a besoin de... Enfin, je crois que dans l'approche, il y a ce qui est très business et puis peut-être ce qui est l'évolution de l'homme par rapport à la société. Donc, est-ce que vous ne pensez pas que là, il peut y avoir une contradiction quand on dit que certains data centers vont consommer l'équivalent d'une ville en énergie? Non, il n'y a pas de contradiction. On est maintenant sûr que l'informatique, le numérique, les réseaux sociaux, bitcoins par exemple, consomment une quantité faramineuse d'énergie. Beaucoup de gens travaillent là-dessus en ce moment. D'où va venir cette énergie? Il y a les énergies fossiles, les énergies nucléaires, on les connaît. Mais il y a de plus en plus des énergies naturelles combinées entre elles qui peuvent donner une quantité d'énergie considérable. Par exemple, on travaille beaucoup sur la photosynthèse artificielle. La photosynthèse, c'est d'utiliser des feuilles et de la chlorophylle pour, avec l'énergie solaire, qui sont des sortes de panneaux solaires, fabriquer de l'énergie et de l'électricité. Donc la photosynthèse artificielle, l'énergie solaire dans des déserts comme le Sahara, avec des panneaux solaires à haut rendement qui font de l'électricité pas seulement avec le soleil, mais avec la lumière, qui est différent, avec 32% de rendement, ce qui est aujourd'hui presque atteint par des entreprises internationales, notamment en Chine. Donc la possibilité de fabriquer de l'énergie par combinaison d'énergie renouvelable devient énorme, sauf que le lobby des industries fossiles, le lobby des industries nucléaires, ralentit cette possibilité parce qu'elle n'est pas rémunératrice pour eux. C'est la croissance de leur système personnalisé et en quelque sorte centralisé qui l'emporte sur les systèmes décentralisés reliés entre eux. Alors il y avait une question sur le cerveau planétaire, c'était vous qui l'avez posée ou c'était là-bas? Sur le fait qu'on ait des neurones, enfin, qu'on communique tous à l'échelle de la planète comme une sorte de réseau neuronal. Et effectivement, c'est vrai. Il y a des études qui sont faites notamment dans le Global Brain Institute, dont je fais partie, qui est en Hollande, qui rassemble des chercheurs du monde entier, des Chinois, des Américains, des Russes, de réfléchir à est-ce qu'on n'est pas en train de simuler le fonctionnement d'un cerveau comme des neurones interconnectés les uns aux autres, que nous sommes nous dans les réseaux sociaux avec nos ordinateurs et nos smartphones. Et la réponse est oui. La réponse est qu'on est en train de créer des axones et des synapses. Les axones sont les grandes autoroutes de l'information dans le cerveau. Les synapses sont les interconnexions entre les neurones. Et on est en train de créer l'équivalent, pas la même chose, mais l'équivalent des axones et des synapses dans le réseau mondial Internet. Et si c'est le cas, et on pense que c'est le cas, il y a une nouvelle forme d'intelligence artificielle qui est en train de naître. Pas une intelligence artificielle dans un cerveau humain augmenté grâce à des machines, mais une intelligence artificielle collective. Et la grande question que tout le monde se pose, et je vous la pose, moi je n'ai pas encore la réponse, on y travaille, c'est ce qu'on appelle le point de singularité. Un point de singularité, c'est un point à partir duquel tout est différent de ce qu'il y avait avant. Ray Kurzweil, par exemple, qui est un transhumaniste américain qui travaille chez Google, dit que le point de singularité dans une 50aine d'années arrivera quand tous les ordinateurs connectés entre eux deviendront en quelque sorte beaucoup plus intelligents que tout ce que l'humanité a créé précédemment. Moi, mon point de singularité que je vous livre pour une réflexion, c'est quand ce cerveau planétaire que nous construisons de l'intérieur comme des neurones deviendra conscient de lui-même.
Si le cerveau planétaire que nous construisons de l'intérieur comme des neurones devient conscient de lui-même, qu'est-ce qu'il va faire de nous? Est-ce qu'on sera des parasites ou des symbiontes? On sera peut-être des parasites pour le cerveau planétaire conscient de lui-même. On le gênera. Est-ce qu'on sera en symbiose avec lui ou elle? Je ne sais pas comment l'appeler. Merci.